Nous sommes le 8 mai 45. C'était officiellement la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Où en sommes-nous de notre relation avec nos voisins allemands en 2023 ? Beaucoup d'eau sous les ponts ces dernières années. Pas toujours efficace cette alliance, pas toujours harmonieuse. Pourquoi ? Nous allons en parler avec nos invités. Nous allons pendant 1 heure dans ce débat consacré au couple franco-allemand, consacré à la commémoration du 8 mai 45, nous allons aborder tous ces thèmes. Ça concerne l'énergie, ça concerne la politique, ça concerne tout un tas de choses très importantes qui amènent des réponses. 0826 300 300, vous intervenez pour poser vos questions. Nous avons des hyper spécialistes avec nous. Nous recevons Fabrice Grenard, historien spécialiste de Jean Moulin, qui sort d'ailleurs un livre, Jean Moulin, le héros oublié. Bonjour Fabrice Grenard. Bonjour. Et puis nous recevons Frédéric Petit, député MoDem des Français établis hors de France, spécialiste de la relation France-Allemagne. À fond pour la relation France-Allemagne, vous, Frédéric Petit. Oui, bien sûr, je suis député des Français de la 7e circonscription, c'est-à-dire qui comprend les Français habitant en Allemagne, en Europe centrale et dans les Balkans. Oui, les Balkans notamment. J'habite à Cracovie, moi. Bon, très bien. Merci d'être avec nous en ce 8 mai. Je voudrais revenir déjà sur votre beau livre, Fabrice Grenard, Jean Moulin. Aujourd'hui, le président de la République se rend à Lyon et va rendre hommage à cet immense résistant, à cet homme devenu symbole, dont les cendres sont au Panthéon. Oui, heureusement, je dirais, puisque nous allons fêter 2 choses cette année, en 2023, les 80 ans à la fois de la création du Conseil national de la résistance, qui permet d'unir la résistance et qui est en fait la grande œuvre de Jean Moulin. Il aura d'ailleurs été le premier président de ce conseil. Et puis, donc c'est le 27 juin 1943, le 27 mai, pardon, 1943, et quelques semaines plus tard, le 21 juin, c'est l'arrestation à Caluire, les tortures par Klaus Barbie et la mort le 8 juillet. Devoir de mémoire, devoir de célébration, devoir de respect. Frédéric Petit, que pensez-vous de ces menaces aujourd'hui sur les possibles manifestations, bruit de casserole lors des commémorations ? Comment vous positionnez-vous par rapport à ça ? Écoutez, pour moi c'est un peu surréaliste. Je crois qu'on est dans une société qui mélange tout. Évidemment, vu l'endroit où j'habite, vous savez d'ailleurs que pour nous c'est demain, dans la frontière Est, c'est le 9 mai. Cracovie, on le rappelle, en Pologne. Le 9 mai, ça s'est passé avant minuit, après minuit. Je ne vois pas comment on peut associer et comment on peut demander à des gens de faire du bruit, de déranger des commémorations qui sont essentielles. Moi, je dis souvent dans mes réunions publiques aujourd'hui, ce qui est attaqué au fond en Ukraine aujourd'hui, c'est ça. C'est le fait de dire, est-ce que je peux, à un moment, célébrer le fait que nous étions en guerre et célébrer le fait que nous construisons l'avenir ensemble. C'est-à-dire, est-ce que je peux construire l'avenir de nos petits-enfants avec mon ennemi héréditaire. Je vous rappelle qu'on fête aussi les 60 ans du traité de l'Élysée cette année. Le traité de l'Élysée, où, par un espèce de contre-pied très très bizarre à cette époque-là, De Gaulle et Adenauer disent « mes enfants vont apprendre ta langue ». Et à cette époque-là, mon père disait encore les Boches. Donc il y a des choses qui sont fondamentales, qui sont bien au-delà de savoir s'il faut faire du bruit ou pas faire du bruit. Et je ne comprends pas comment on est aussi léger et comment on mélange tout. Jean Moulin, c'est une figure qui était... je vous rappelle qu'il était haut fonctionnaire, quand il prend la liberté. Et je vous incite vraiment à lire ce beau livre de Fabrice Grenard, donc qui est avec nous. Vous intervenez 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio, pour donner votre avis sur ce couple franco-allemand. Nous allons prendre le temps, mais là, pour l'instant, cette commémoration, ce devoir de mémoire. Fabrice Grenard, il faut rappeler quand même que là, effectivement, la guerre est revenue en Europe, mais que depuis le 8 mai 45, elle nous avait quitté, cette guerre. Et c'est ce couple franco-allemand qui tient cette paix. Bien sûr, trois guerres qui ensanglantaient l'Europe, 1870, 1871, 1914, 1918, 1939, 1945, et à chaque fois, c'est les 2 acteurs principaux sont la France et l'Allemagne. C'est 2 puissances européennes continentales qui étaient aussi rivales.
Et depuis 1945, même si bien sûr aujourd'hui il y a toujours des tensions, mais qui sont peut-être plutôt dans le domaine économique, mais l'essentiel est acquis, puisqu'on sait que voilà, la réconciliation a eu lieu depuis 1963 et même peut-être un peu avant déjà. Et aujourd'hui, on sait qu'une nouvelle guerre entre ces deux pays est bien sûr impossible, même si la guerre est effectivement revenue aux portes de l'Europe. Elle est impossible et en même temps, cette guerre en Ukraine, Frédéric Petit, semble marquer quelques distances entre la France et l'Allemagne. Pas d'inquiétude, d'accord, on vient de le dire, la paix entre la France et l'Allemagne est actée, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que cette guerre en Ukraine n'a pas aidé nos relations ces derniers mois. Mais la guerre en Ukraine attaque un modèle. C'est-à-dire on est dans un territoire en Union européenne où on doit se faire la guerre. Et vous parliez il n'y a pas eu la guerre en Europe, il y a eu la guerre dans les Balkans. Pour moi, c'est un peu les mêmes sujets. En ex-Yougoslavie. En ex-Yougoslavie, c'est-à-dire que la question, c'est qu'on est sur des territoires où, à cause des migrations historiques, à cause des rapports de langue, à cause des petites langues, les Magyars qui sont arrivés, etc., on est dans un territoire où je suis aussi légitime que mon voisin, mais je ne m'entends pas avec lui. Voire que mon colocataire. Et donc, il devrait y avoir la guerre. Et on s'est fait la guerre. On vous avait dit 3 guerres, mais on aurait pu dire 10 siècles de guerre. Et il y a eu un moment, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une expérience qui se dit, est-ce qu'on peut rester en conflit sans se faire la guerre? Moi, je dis souvent, je suis médiateur moi aussi de formation, et je dis souvent, il n'y a qu'un seul endroit où il n'y a pas de conflit, c'est le cimetière. Je ne suis pas pressé d'y aller. Par contre, quand on est un humaniste, on gère ces conflits. Sans détruire l'autre, on ne gère pas ces conflits dans le bac à sable, on ne gère pas des conflits dans la jungle, on ne gère pas ces conflits sur le ring de boxe. On gère les conflits. Et c'est ce que nous faisons avec les Allemands. Alors, heureusement qu'il y a des conflits. Ouais, ces conflits en Europe, vous rappeliez à juste titre le conflit donc, dans les années 90 avec l'ex-Yougoslavie, où là on a justement 2 cultures austro-hongroises et empire ottoman qui ont construit une fédération sous Tito. Bref, c'est un vaste sujet. Mais aujourd'hui, quand on évoque cette entente franco-allemande qui résiste à 3 grandes guerres minimum, il y a des différences quand même entre Français et Allemands. Bien sûr. Il y a des différences, bien sûr. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre de différences qui ont été réactivées par cette guerre en Ukraine sur le plan un petit peu diplomatique, militaire. Des différences aussi économiques. L'Allemagne est plus attachée à l'orthodoxie budgétaire que la France. Et à chaque fois, on voit bien qu'il y a des tensions qui se développent entre les deux pays sur ces sujets-là. Nous sommes quand même, Fabrice Grenard, toujours un petit peu en rivalité. Alors, je vais donner un clin d'œil, mais qui est quand même important dans nos sociétés. Les rivalités en sport, par exemple, sur des matchs de football, sur des matchs toute discipline. C'est vrai, mais en même temps, regardez, Séville 82, oui. Je pense qu'un France-Allemagne aujourd'hui se déroulerait dans un contexte beaucoup plus serein que lors de la Coupe il s'en est déroulé du monde en Espagne. Voilà, et depuis notamment à l'Euro 2016, la France avait battu l'Allemagne. Voilà. Et à chaque fois, on ne refait pas 40, on ne ressort pas à chaque fois les vieux symboles, comme ça avait été le cas en 82 à Séville. Donc on voit bien qu'avec le temps, on est quand même dans une relation pacifiée. Et puis, au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, les tensions, déjà, la France avait plutôt un penchant pro-serbe, les Allemands plutôt pro-croates. Oui, ça c'est historique. Pendant la guerre... Ça n'a pas empêché ensuite, si vous voulez, que ce sont 2 pays qui, dans le monde géopolitique d'aujourd'hui, ont une même ligne. Vous savez, dans un couple, je dirais qu'il y a 2 problèmes en général. Vous avez les crises qui sont liées un petit peu à une forme de lassitude, les vieux couples. Et la routine. La routine, voilà. Mais on les surmonte. Voilà. Ouais. Et le couple franco-allemand, il est dans cette phase-là. Il y a un autre problème qui est en général beaucoup plus dangereux, c'est quand un des 2 membres du couple, va voir ailleurs, va voir quelqu'un d'autre. Et ne partage plus les mêmes valeurs aussi. Et il y a effectivement peut-être un risque que l'Allemagne se tourne vers quelqu'un d'autre, mais c'est pas du tout le cas aujourd'hui. L'Allemagne n'abandonne pas la France pour la Grande-Bretagne, pour les États-Unis. On voit bien que le couple reste quand même assez solide. Dans le ça reste à prouver sur l'histoire des armes. Oui, Frédéric Petit. Moi, j'ai pas peur de dire qu'il n'y a même pas des différences, il y a des divergences. Nous avons des divergences avec les Allemands, nous en avons avec les Polonais, nous en avons et nous en aurons de plus en plus. Ce qui m'intéresse... Le tout, c'est de savoir si c'est complémentaire ou non. Le tout, c'est de savoir comment on les gère.
comment on va le faire? C'est-à-dire, est-ce que j'accepte que nous soyons dans le même bateau, mais que tu vois ça autrement que moi? Et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je te détruis? Est-ce que j'essaie d'être le plus costaud? Est-ce que j'essaie de me chamailler avec toi? Ou est-ce que je considère que ce qui est important, c'est nos enfants? Moi, mes électeurs, moi, c'est des gens qui habitent en Allemagne, qui ont souvent la double citoyenneté, comme je dis, j'aime pas dire la double nationalité, qui ont la double citoyenneté. Moi, je représente un franco-allemand qui a, j'ai pas trouvé de meilleur mot que celui-là, qui a sédimenté. C'est-à-dire le franco-allemand du quotidien, le franco-allemand des gens engagés dans le franco-allemand. Dans les jumelages aujourd'hui, dans les jumelages franco-allemands, il y en a énormément. Il y en a énormément. Qu'ils soient culturels, et il y en a des nouveaux, etc. et il y en a des nouveaux. Il y a des jumelages qui commencent à se repenser. On a remis 5 millions sur la table, français, allemand, 2,5 millions chacun, pour relancer les jumelages avec ce qu'on appelle le Bürgerfund, le fonds citoyen. Donc, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire. Moi, nous allons en reparler, Frédéric Petit. On marque une respiration. On en reparle et puis justement on invite nos auditeurs de Sud Radio au 0826 300 300. Donnez votre avis sur ce couple franco-allemand. On sent bien, on a commencé à parler, on est allé sur le thème de l'amour, sur le thème du sport. C'est forcément passionnel. 0826 300 300, le couple franco-allemand. Donnez votre avis, à tout de suite. Le 8 mai 45, nous le célébrons, c'est le début de la fin. On retrouve la paix sur le continent européen, même si aujourd'hui il y a des conflits et qui peut-être pénalise cette relation qui se veut harmonieuse entre la France et l'Allemagne. Pour en parler, en studio avec nous, Fabrice Grenard, historien, spécialiste de Jean Moulin. Il sort d'ailleurs un très beau livre, Jean Moulin, le héros oublié. Jean Moulin qui sera célébré aujourd'hui par le président Macron à Lyon. Frédéric Petit, député MoDem des Français établis hors de France, spécialiste de la relation franco-allemande. Ils sont avec nous et puis nous recevons le général Jean-Marc Maril, chercheur à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Bonjour Jean-Marc Maril. Bonjour monsieur, je suis ravi d'être sur votre radio. Merci à vous, vraiment. Alors c'est une journée particulière, cette mémoire, cette commémoration. Déjà, est-ce que vous qui êtes enseignant, vous percevez chez les jeunes Français cette proximité, cet attachement? On le dit de fait, mais non, c'est un vrai attachement aujourd'hui pour les jeunes générations avec l'Allemagne, ce couple franco-allemand. Oui, c'est certain, mais ça s'estompe un peu. J'ai l'impression que notre histoire nationale est quand même quelque chose qui part un peu dans les oubliettes parce que c'est enseigné d'une manière peut-être pas assez chronologique qui font que finalement les jeunes n'ont plus cette appétence pour l'histoire comme a pu avoir ma génération encore. Et cette appétence pour l'histoire, évidemment, elle passe par un désintérêt ou par une volonté de remettre en question certaines conclusions, notamment celle de l'après-guerre. Là, c'est un débat plus complexe. En fait, ça tient à beaucoup de choses. Ça tient que l'histoire est quelque chose qui est porteur d'un discours. Et donc, quand le discours est remis en cause ou qu'un discours nouveau vient se mettre en place, ça télescope un peu le roman national. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez un peu de difficulté à ce que les jeunes accrochent à une histoire qui est souvent controversée. Bon, général Jean-Marc Maril, vous restez avec nous. Hein. On fait tourner la parole autour de cette table. Le couple franco-allemand est une chimère. C'est ce que disent certains, Fabrice Grenard. Déjà en 63, De Gaulle avait été déçu par l'attitude allemande lorsqu'il comprit que la RFA ferait toujours passer son engagement au sein de l'OTAN avant l'Alliance française. Là, on l'a senti ces derniers temps. Ils sont plus OTAN que euro, finalement. Oui, il faut aussi rappeler que l'une des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que l'Allemagne, en tant que puissance militaire, très grande puissance militaire, n'existe plus par rapport à la France. Donc la France a une force de frappe nucléaire, la France a une possibilité d'indépendance pour sa défense que n'a pas l'Allemagne. Ce qui explique aussi cette volonté de l'Allemagne de toujours rester arrimé à l'OTAN, bien sûr. Mais c'est aussi parce que il y a eu l'échec de la CED en 1954, l'échec de la mise en place d'une véritable défense européenne, parce qu'à ce moment-là, l'opinion française n'y était pas prête, que du coup, la façon ça gênait, ça faisait bizarre. Gênait, voilà. Et la façon de réarmer l'Allemagne a été de passer par l'OTAN, bien sûr. Frédéric Petit, l'Allemagne
a-t-elle vraiment envie d'aider la France à retrouver son rang économique? Est-ce que finalement la seule obsession de l'Allemagne, c'est pas un peu la question commerciale? Non, je crois. D'abord, j'ai beaucoup apprécié l'intervention sur l'histoire. Je prends souvent, quand je prends des exemples de ce conflit que nous avons en Ukraine, je prends des exemples sur la langue. Qu'est-ce que c'est la langue? Je prends aussi qu'est-ce que c'est l'histoire. L'histoire, c'est forcément conflictuel, mais il y en a. Pour nous, l'histoire, c'est une science. On réfléchit, on confronte. Et pour l'impérialisme, l'histoire, c'est une arme. Donc j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le général Jean-Marc Maril. Voilà. Après, sur je pense qu'il y a en Allemagne, moi j'ai senti en Allemagne depuis plus d'une dizaine d'années, qu'il y a une lame de fond qui vient des populations jeunes. D'ailleurs, il faut regarder comment ils ont voté aux dernières élections. C'est très très contradictoire et très commun en fait, hein, et qui remet en cause cette espèce de retrait stratégique de l'Allemagne, de dire nous on va s'occuper de nos affaires, on va devenir et puis on va pas s'occuper du monde. C'est pas tant qu'on revisite l'histoire, mais c'est qu'on constate quand même que ça ne fonctionne pas aussi bien que ce qu'on nous dit. Oui, mais l'Allemagne est en train vraiment de vivre un changement qui ne peut pas se faire en 5 minutes, parce qu'il vient de très profond. Ce qui se passe en ce moment sur le Zeitenwende, tout le monde dit c'est des décisions brusques. Non, c'est des choses qui viennent très profondément de la situation allemande. Je voudrais prendre 2 petits exemples, moi, qui me touchent beaucoup. Par rapport aux jeunes générations, je répète, je martèle ça à tous les jeunes que je vois dans ma circonscription et partout et en France. Quand on crée l'Union européenne, la Sarre est française. Nous avons un conflit en Sarre et dans le Bade-Württemberg qui n'est pas encore l'Allemagne. Hein, il y a des Français qui viennent s'installer au Bade-Württemberg. C'est pas le Donbass, mais nous sommes en situation conflictuelle. L'Alsace-Lorraine n'est pas le Donbass, mais elle est à l'est. Oui, l'Alsace-Lorraine, ça allait à cette époque-là. Mais je veux dire, la Sarre est française. On se traite de Speck-Franzosen. T'es un Français du Lard. Parce qu'on l'a pas dit, mais une des raisons pour lesquelles l'Allemagne c'est que l'Allemagne est complètement détruite après la guerre, donc il faut bien qu'elle cherche des alliés, et à ce moment-là, c'était les Américains qui étaient les plus forts pour l'aider. Mais on est pauvre en Allemagne, donc on accuse les gens de Saarland qui risquent de voter pour la France au référendum qui aura lieu 12 ans après, de le faire pour le lard, quoi, et pas alors qu'ils sont allemands. Et ça, ce passé, il faut vivre avec. Nous en parlions, général Jean-Marc Maril, avant que vous nous rejoigniez. On évoquait quand même cette relation un peu passionnelle entre les Français et les Allemands. Quand on évoque l'histoire, ce que vous disiez, quand on évoque le devoir de souvenir, de commémoration, il y a quand même tout ce contexte qui perturbe, comme d'une certaine manière des ondes qui viendraient empêcher la bonne diffusion. Vous avez raison, mais il y a un problème qui est la récurrence des guerres de 1870 jusqu'à 1945. Ouais. Donc, il y a tout un passé qui est quand même très prégnant et qui, pour les 2 pays, ont quand même été longtemps la caractéristique majeure des relations internationales entre ces 2 nations. Mais la construction européenne, l'évolution du monde et des psychologies font qu'aujourd'hui, les peuples sont très proches. Donc, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de souci pour qu'une histoire commune et une interprétation commune des événements passés soit tout à fait sur la même longueur d'onde entre les Français et les Allemands. Alors vous dites, ces 2 peuples sont très proches. Bien, posons la question, est-ce que finalement nous nous sentons plus proches? Est-ce que vous, par exemple, les auditeurs de Sud Radio, vous pouvez intervenir au 0826 300 300, vous vous sentez plus proche des Italiens, plus proche des Anglais, plus proche des Belges, des Espagnols ou des Allemands? Est-ce qu'on se sent si proche que cela? Frédéric Petit, vous allez dire oui, vous, déjà par nature, hein, vous. Non, je crois que c'est assez intéressant. J'ai pas besoin d'être proche pour travailler avec quelqu'un. Moi, j'ai pas besoin d'être proche pour construire l'avenir. Je fais, depuis 6 ans, je fais de la politique. J'essaie de réfléchir à ce qui est important. Je vais prendre un exemple qui me marque quand on part sur et moi qui me met le frisson tous les automnes. En ce moment, dans ma circonscription, il y a beaucoup de pays et de consuls qui fête le 11 novembre en même temps que le 18 novembre, donc le Volksfeiertag, donc le jour du deuil allemand de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est le 18 novembre, donc. Voilà. Hein, donc, et on va une année sur le carré allemand, une année sur le carré français, avec l'ambassadeur de France et l'ambassadeur d'Allemagne à Vienne, par exemple, et on célèbre ensemble
la fin de la Première Guerre mondiale. Oui, mais ça, c'est une démarche volontaire. Mais est-ce qu'au fond de nous, est-ce que le peuple français se sent si proche du peuple allemand? Je vais vous prendre un autre exemple. Ouais. Il y a eu un nouveau jumelage dans un petit village au sud de Mayence, qui a eu lieu il y a 1 an et demi. Un nouveau jumelage. C'est un pays de vin. Et ils se sont jumelés avec Patrimonio, en Corse. Et le premier déplacement a eu lieu au moment du 11 novembre. Et donc il y avait... Et la personne qui m'a raconté ça m'a dit c'est la première fois qu'il y avait des Allemands à cet endroit-là, et il y a eu réconciliation encore 70 ans après. En fait, Fabrice Grenard, nous avons envie de nous sentir proches, mais on sent bien que quelque part, c'est pas toujours naturel. Oui, et je dirais qu'il y a un essoufflement. Oui. On le voit très bien, par exemple, avec l'enseignement de la langue allemande aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, exactement. Une crise terrible. Moi, j'appartiens à une génération où on nous encourageait à apprendre l'allemand. Voilà, aujourd'hui, on va plus vers l'espagnol en deuxième langue. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a du mal à remplir des classes pour apprendre l'allemand. Donc, il y a une forme d'essoufflement. Peut-être qu'on a essayé aussi à un moment donné de forcer un peu les choses, il y a quelques décennies. Bon, et là, ça se calme et ça s'essouffle. Bon, merci Général Jean-Marc Maril de nous avoir éclairé. Vous savez, nos invités ici en plateau ont été très sensibles à votre approche historique, vous l'avez compris. Merci en tout cas, vous êtes chercheur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bon, maintenant, on va aborder les thèmes qui fâchent. La politique, l'économie, l'énergie, parce que ce couple franco-allemand, bon, on a tous envie que ça marche, on est content, etc. Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Vous pouvez d'ailleurs rebondir dessus au 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio. À tout de suite. Ne nous mentons pas, on s'aime bien, mais pas toujours quand même avec les Allemands. Alors en ce jour de 8 mai 2023, de la commémoration de la fin de la guerre, 8 mai 45, nous nous posons tout un tas de questions. Pour y répondre avec nous, Fabrice Grenard, historien spécialiste de Jean Moulin, et j'en profite pour vous redonner le nom de son livre qui vient de sortir, Jean Moulin, le héros oublié, qui est aujourd'hui célébré par le président de la République lors de son voyage à Lyon. Nous recevons Frédéric Petit, député MoDem des Français établis hors de France et notamment donc en Allemagne, spécialiste de la relation franco-allemande. Et puis, puisqu'on va parler des choses qui fâchent de ce couple franco-allemand, de l'Union européenne, je reçois le député européen, président d'honneur et porte-parole de Reconquête, Gilbert Collard. Bonjour Gilbert Collard. Oui, alors d'abord une petite rectification. Je ne suis plus président d'honneur de Reconquête que j'ai quitté. Voilà, c'est pas très grave, mais c'est pour la vérité. Alors pour tout vous dire, je vais vous faire une petite confidence. Nous avons posé la question ce matin et puis c'est resté sur mes fiches. Mais j'avais quand même alerté là-dessus. Bon, c'est pas grave. Pardonnez-nous. On s'en fout, c'est pas grave. Bien vu Gilbert Collard. Bon, je disais 60e anniversaire du traité de l'Élysée. On en parlait tout à l'heure, qui a été célébré le 22 janvier. On a bien vu que entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz, ça ne marchait pas forcément bien. Vous nous confirmez qu'aujourd'hui, c'est difficile, ça rame entre les Français et les Allemands ? Ah oui, absolument, absolument. Moi, on s'en rend compte du reste dans les événements qui nous entourent. Il y a un sondage qui a été fait par l'ambassade d'Allemagne, Institut CSA, février 2023. Un Français sur 2 considère que les relations entre la France et l'Allemagne se dégradent. Donc les Français perçoivent bien les choses. Et dans un discours que le chancelier avait prononcé sur la vision future pour l'Union européenne, c'était en août, le 29 août, c'est un discours dans lequel le chancelier n'a même pas mentionné la France. Même pas. Bon, on va dire que l'après, les relations ne sont pas très très bonnes. Il faut rajouter, puis je terminerai là-dessus, que les relations entre le président Macron et le chancelier Schulz sont personnellement, humainement pas très bonnes. C'est ça. On va dire que l'après Angela Merkel n'est pas facile à gérer. La France s'épuise en vain à demander à Berlin de se montrer davantage collaboratif depuis sa réunification. Je me tourne vers Fabrice Grenard. On sent bien que l'histoire de la réunification n'a pas aidé et que finalement, bien sûr, on parle de l'Ukraine aujourd'hui, on parle des problèmes économiques, mais ça, cette réunification RFA-RDA, ça a aussi changé des choses. Oui, bien sûr. D'ailleurs, cette réunification était assez crainte à l'époque du président François Mitterrand, des Français. En fait, la réunification, elle change deux choses. À l'époque de la RFA était forcément ancrée à l'Ouest.
totalement ancrés à l'Ouest. La réunification ramène un peu le tropisme de l'Est aussi. Oui. Et on le sent bien là avec les relations entre l'Allemagne et la Russie ou les conséquences de la guerre en Ukraine. Et puis la réunification a aussi refait de l'Allemagne la plus grande puissance continentale en Europe. Voilà. Et du coup, rabaisser un petit peu la France au rang de puissance secondaire, notamment sur un plan économique. Et finalement, ça rééquilibre le rapport de force. Alors, sur l'Union européenne, avant de retourner vers vous, Gilbert Collard, mais Frédéric Petit, déjà au moment de mettre en place l'euro, il est clair que le mark avait été privilégié par rapport au franc. Là aussi, les Français l'ont bien vu, c'était plus difficile dans l'histoire on va dire de la consommation avec l'euro. C'était plus difficile pour les Français de comprendre les prix que pour les Allemands. Oui, peut-être. C'est pas. Je suis pas d'accord moi sur le fait que ça ait changé quelque chose sur la relation franco-allemande de la réunification. La relation franco-allemande des anciens Länder de l'Est est différente. Elle est complètement différente parce qu'elle était centralisée. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, les entreprises est-allemandes n'avaient pas de commerce international chez eux. C'était fait par le Parti communiste à Berlin. Donc il y a quand même là quelque chose qui a changé. Ce n'est pas la même relation franco-allemande. Nous sommes en train de le travailler. Par exemple, il y a des clubs d'affaires franco-allemands dans tous les Länder, mais très peu dans les Länder de l'Est. Voilà. Et par contre, ce qui est intéressant et qui me concerne aussi, c'est que ce qui est important, c'est de porter aussi, de comprendre le regard extérieur sur le couple franco-allemand, le regard qui est porté par les autres Européens sur le couple franco-allemand, qui est monumental, c'est quelque chose qui reste. On a besoin du couple. Ça vous le sentez, Gilbert Collard? C'est-à-dire que quand même, bon, il y a les 27. Bien sûr, vous dites que ça ne fonctionne pas très bien entre la France et l'Allemagne, mais nous devons, pour le bon fonctionnement de l'Union européenne, de faire en sorte que ça marche. Les autres pays en ont besoin de ça. Oui, d'accord, non, mais on peut pas constamment ramper pour obtenir un geste amical de l'Allemagne. Il y a quand même des faits qui sont indiscutables et très pénibles. Bon, quand l'Allemagne met en place le bouclier tarifaire de 200 milliards d'euros, elle ne consulte même pas ses partenaires. Et or c'est vécu comme une concurrence tout à fait déloyale. Et ça favorise les entreprises allemandes au détriment des entreprises européennes. L'Allemagne ne voit que l'Allemagne. Vous savez, Mitterrand qui avait de l'humour, parfois, disait « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère quand il y en a deux ». Bon, c'était pas idiot du tout. Hein. Bon, les Allemands ne connaissent que l'Allemagne. Hein. Et en ce moment, par exemple, quand le chancelier se rend en Chine, il y va seul. Il a raison au demeurant, hein. Ça c'est pas moi qui lui donnerai tort. Il y va seul. Quand Macron va en Chine, il se fait accompagner par la présidente de la Commission européenne. Bon, on n'a pas du tout affaire au même comportement. Quand les Allemands achètent des avions, ils les achètent en Europe? Non. Aux États-Unis. Ils vont acheter les F-35 aux Américains. Oui. Et puis il y a l'histoire aux Israéliens. Ouais. Bon, il n'y a aucune solidarité sur le plan des échanges commerciaux. Et moi, je ne suis pas germanophobe, hein, pas du tout, mais je constate le réel. Hein. Il n'y a aucune solidarité entre l'Allemagne et l'Union européenne. L'Allemagne a pu renaître grâce à l'Union européenne. Bon, elle renvoie pas l'ascenseur de la reconnaissance en ce moment. C'est une évidence. Bon, de la même manière, Gilbert Collard, politique énergétique. Gilbert Collard, Frédéric Petit, député Modène, veut réagir à ce que vous dites. Oui, j'ai jamais rampé devant personne et je vais pas commencer. Je rappelle quand même qu'on a inventé, il s'agit pas de ramper devant l'Allemagne, on a inventé quand même depuis 5 ans quelque chose qui est unique au monde. Hein. C'est l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Moi, je suis responsable. Ça apporte quoi ? Ça apporte tout simplement que je suis, par exemple, nous avons au sein de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, avec tous les partis, nous avons un petit groupe de travail que je coordonne avec mon collègue Jung, Andreas Jung, qui s'occupe de la souveraineté énergétique. Donc nous pourrons... Alors l'Assemblée parlementaire franco-allemande... On en parlera après de l'énergie, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est difficile. Quand même. Oui, c'est difficile, mais nous avons aussi... Et qu'est-ce que vous avez fait pour les 3 centrales nucléaires que l'Allemagne a réactionnées? Mais on a dit, je suis aussi énergéticien, donc si je commence à en parler, si je commence à en parler, je n'aurai pas mon train. On va en parler dans la dernière partie, mais continuez, Frédéric Petit. Sur Scholz, évidemment, il y a un problème de rapport. Ça marche moins bien avec Olaf Scholz. Évidemment, mais Scholz a quand même, c'est quand même Scholz qui a
sur sa propre autorité, quand il était encore à Hambourg, qui a créé le 4e lycée franco-allemand. C'est lui, à Hambourg, qui l'a imposé. Et quand on parle des avions, je veux dire, oui, évidemment, l'avion européen, il n'est pas encore là. Donc l'Allemagne a besoin. L'Allemagne a besoin d'avions aujourd'hui. Il faut bien qu'elle les prenne quelque part. Bon, je voudrais rappeler quelque chose sur la reconnaissance. Sur la reconnaissance. Très vite. La reconnaissance. Quand je parle de la lame de fond qui vient chez les jeunes, s'il y a de la reconnaissance, oui, les jeunes Allemands comprennent l'intérêt qu'il y a à être à l'intérieur de l'Europe, et ils y sont, et ils sont dans tous les pays. Ils viennent faire du volontariat, ils sont là et ils portent l'Europe. C'est quelque chose qui ne se voit pas encore tout à fait, mais ils sont là. Les jeunes Allemands militent. La militance des jeunes est mieux organisée en Allemagne qu'elle ne l'est en France, et ils militent pour ça. Et puis je rappelle aussi un petit détail qu'il ne faut jamais oublier, il y a 16 Allemagnes. Oui, les Länder. Dire l'Allemagne Gilbert Collard, vous êtes député européen. Est-ce qu'aujourd'hui, la collaboration avec les autres députés européens allemands, alors évidemment, ils sont de couleurs politiques différentes, mais est-ce que cette proximité est de fait, ou est-ce que vous sentez finalement que quand on veut parler des grands projets, on ne va pas forcément en parler avec les Allemands? De toute manière, les Allemands ne nous calculent pas. Progressivement, ils ont investi les postes administratifs. Vous me direz, ils bossent, il faut leur rendre cet hommage. Et ils ont une direction mécanique de l'Union européenne. Mais j'ai écouté mon contradicteur, pour qui j'ai le plus grand respect, que ce soit acquis. Quand il nous parle de la bonne volonté de M. Schulz, il constate la création d'un lycée franco-allemand. Non, mais attendez. Mais en revanche, quand on a le programme européen de défense aérienne, chapeauté par l'Allemagne, la France en est exclue. Il ne faut pas nous prendre pour des billes quand même des billes avec lesquelles on pourrait jouer dans la cour de récréation d'un lycée. Ouais. Alors c'est intéressant, beau face-à-face entre Gilbert Collard et Frédéric Petit. Justement, bel arbitre avec nous, Fabrice Grenard. Tranchez, vous qui êtes spécialiste, historien. Oui, en prenant un peu de recul et en mettant les choses dans le contexte, il faut quand même faire attention de ne pas donner à croire qu'on serait à la veille d'une rupture, vous voyez, d'un moment entre la France et l'Allemagne. Pas du tout. Il y a quand même des acquis. Les acquis ne sont pas du tout remis en cause entre ces deux pays. Tout ce qui s'est fait justement au sein de l'Union européenne n'est pas mis en cause. Mais je reprends votre métaphore, Fabrice Grenard, du mariage tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas quand même un mariage de raison ? Oui, mais c'est les relations internationales, il y a toujours du pragmatisme dedans. Bien sûr que c'est un mariage de raison. Il y a beaucoup de choses qui nous opposent. Il y a deux systèmes politiques aussi totalement différents. On le voit bien, système parlementaire allemand, système très présidentiel en France. Tout ça fait aussi qu'on ne fonctionne pas de la même façon. Voilà. Mais les acquis, moi je trouve, qui ont survécu depuis 1945 et qui se renouvellent et qui s'approfondissent, ne sont pas du tout remises en cause. Oui. Et voilà, c'est important à le rappeler. Ne les oublions pas. Pour conclure, Gilbert Collard, nous l'avons évoqué tout à l'heure, mais il est clair que ce qui se passe actuellement en Ukraine ne fait qu'augmenter ce sentiment de divergence sur les enjeux principaux entre Français et Allemands, quand même. C'est clair, la question du gaz est fondamentale, là, et l'Allemagne n'a pas du tout les mêmes intérêts que nous. Vous savez, moi je veux bien qu'on parle de mariage, mais quand il y a la pension alimentaire à payer, ça cogne. Bon, et là, on est au cœur d'une question économique, et l'Allemagne, et elle a raison, moi je peux même pas lui en faire grief, elle défend ses intérêts de nation. Quand Schulz va tout seul en Chine, où les Allemands ont de plus en plus d'intérêts économiques, construits sans aucun rapport avec l'Union européenne, il défend l'Allemagne. Voilà. Mais il n'a aucune vision européenne. Je crois que c'est tout à fait dommage. Bon, mais c'est comme ça, et il faudrait quand même que l'Union européenne soit capable de rappeler l'Allemagne au rôle qu'elle doit jouer en Europe, et ça serait bien. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Gilbert Collard, merci d'être intervenu en ce 8 mai 2023. Beaucoup d'eau sous les ponts depuis le 8 mai 1945, mais on voit bien que il y a débat, et nous continuons ce débat. Merci à vous, Gilbert Collard. Frédéric Petit reste avec nous, Fabrice Grenard aussi. On va évoquer cette question, l'énergie. Oui, parce que c'est un gros thème, un gros problème, notamment sur le nucléaire, sur les centrales à charbon. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas, 0826 300 300. C'est vrai qu'on vous a peu laissé la parole pour l'instant, les auditeurs, mais avec tous nos intervenants, il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas. Que pensez-vous de ce couple franco-allemand? 0826 300 300. À tout de suite.
Je t'aime, moi non plus. Vous aimez les Allemands, vous les aimez pas, c'est pas le problème, évidemment. Non, en revanche, il y a un couple franco-allemand qui est censé tenir l'Union européenne, et ce couple, en ce moment, il est un peu brinque-ballant, et notamment sur la question de l'énergie. Nous recevons Philippe Charlez, l'ingénieur des mines de l'École Polytechnique de Mons, qui est souvent sur l'antenne de Sud Radio pour évoquer les questions énergétiques. Bonjour Philippe Charlez. Bonjour Frédéric. Vous rejoignez donc dans le débat nos experts, Fabrice Grenard, historien et qui sort le livre Jean Moulin, le héros oublié, historien et spécialiste donc de cette célébration de la fin de la guerre du 8 mai. Et puis Frédéric Petit, député MoDem des Français établis hors de France, spécialiste de la relation Franco-Allemagne. Bon, France-Allemagne. Rappelons un point très important, Philippe Charlez. L'agacement de Paris face au refus allemand d'un financement communautaire des dépenses énergétiques de l'Union européenne. Ça, c'est un peu le point de départ, parce que les intérêts sont, le moins qu'on puisse dire, très divergents, Philippe Charlez. Oui, donc il faut remonter l'historique au début des années 2000, quand l'Allemagne décide, c'est Gerhard Schröder et non pas Angela Merkel, de sortir du nucléaire en compensation à un gouvernement associé aux Verts à l'époque, entériné en 2012 par Angela Merkel. Et parallèlement, l'Allemagne décide d'aller vers un hypothétique tout renouvelable. Elle s'aperçoit assez rapidement que le renouvelable ne peut pas suffire à lui-même, a besoin d'un ami, dirais-je. Cet ami ne pouvant plus être le charbon, l'Allemagne étant très charbonnière, décide aussi de réduire le charbon. Moins de nucléaire, moins de charbon. Il ne reste plus qu'un seul ami possible, c'est le gaz. Et donc, les Russes. Les Russes, à partir des années 2012-2014, avec notamment la construction de 2 gazoducs appelés les Nord Stream. Le Nord Stream 1 inauguré en 2012 et le Nord Stream 2 qui finalement devait être inauguré juste avant le conflit russo-ukrainien, qui ne sera jamais inauguré. D'où finalement cette triple problématique, Philippe Charlez. On va décliner, vous venez de nous poser le problème. Alors, triple problématique, il y a la guerre en Ukraine, donc l'histoire du gaz avec les Russes. Il y a effectivement la volonté française de s'appuyer sur son identité nucléaire. Et puis, il y a aussi les énergies renouvelables. Frédéric Petit. Alors d'abord, je précise que je change un peu de casquette là, puisque moi je suis un ancien énergéticien. Quand j'avais un vrai métier, comme je dis parfois, j'étais énergéticien. Et je coordonne, que je le rappelle, ce petit groupe de travail que l'Assemblée parlementaire franco-allemande, qui est assez récente, a mis en place pour que nous nous confrontions à une dizaine de députés franco-allemands sur ces sujets de souveraineté énergétique. Alors aujourd'hui, l'ambiance générale, c'est quoi? Ça doit être très tendu. Générale, non, c'est pas tendu. On a l'habitude. de. Et puis moi, vous savez, même à l'intérieur du franco-français, voilà, je me dispute avec les écologistes là-dessus, sur le. Bon, voilà. Sur le charbon, les Allemands font des concessions déjà. Je voudrais repartir de quelque chose. Pour moi, il y a un grand oublié de la souveraineté énergétique. La souveraineté énergétique, ça ne veut pas dire l'indépendance, ça veut dire maîtriser la chaîne. Et le grand oublié de la chaîne énergétique dont on ne parle jamais, ce sont les réseaux. Ce sont les réseaux. Les réseaux, on les a séparés des gestionnaires de réseau, des gestionnaires de production au début des années 2000, pour des raisons économiques qui n'étaient pas forcément les meilleures, mais maintenant il faut en profiter. Vous voulez dire les réseaux de distribution? Les réseaux de transport. On parle d'interconnexion. Ouais. Les interconnexions aujourd'hui sont plus un danger qu'une aide. Et là, je crois qu'il y a un rôle européen. Le fait qu'on fasse... Alors, est-ce que l'Europe joue son rôle par rapport à cela? Je pense que oui. Moi, je me dispute par exemple avec le FDP en Allemagne et pas avec les écolos pour dire le fait qu'on refasse le réseau de transport électrique allemand, ce n'est pas un problème allemand, c'est un problème européen. Parce que vu comme vous êtes placés, tant que vous aurez vos espèces d'araignées qui servent à rien et qui arrivent même pas à passer votre énergie d'un bout de l'Allemagne à l'autre, nous serons embêtés parce que vous passez par chez nous pour envoyer les électrons. Ça, c'est un exemple concret. C'est un exemple concret. On peut laisser le mix à chaque pays avec son histoire, avec sa psychologie, mais je pense que nous avons un énorme travail européen à faire sur
et de l'investissement déjà. Alors sur voilà des réseaux, une piste. sur les réseaux électriques. Philippe Charlez, maintenant sur l'histoire du nucléaire. Nous sommes bien d'accord aujourd'hui que si la France développe son nucléaire, elle a besoin que l'Allemagne adhère à ce projet. Sinon, ça ne servira à rien parce que il faudra faire des compromis au niveau européen. Adhère, je ne dirais pas ça, je voulais simplement rebondir sur ce qu'a dit le député Modem. Frédéric Je suis Petit, oui. Assez en phase avec lui. Oui, d'accord. Je pense que malgré tout, l'indépendance, alors d'abord sur le fait que la souveraineté énergétique ne veut pas dire l'indépendance énergétique, c'est tout à fait vrai, ce sont des chaînes d'approvisionnement. Tous les pays européens, aucun n'est indépendant énergétiquement, puisqu'on ne produit ni pétrole, ni gaz, très peu de charbon et pas d'uranium. Donc on n'est pas du tout indépendant. Mais si on sécurise notre chaîne d'approvisionnement, on devient effectivement sécurite du point de vue énergétique. Voilà. Mais indépendance sur le point de vue nucléaire, mais là ça voudrait dire que l'Allemagne dépendrait de la France. Mais elle dépend aujourd'hui. Alors, elle dépend aujourd'hui de la France. On est interdépendant, comme l'a dit le député, par rapport aux réseaux électriques. Les réseaux électriques sont attachés, il n'y a rien de plus attaché au territoire que les réseaux électriques. Et en plus, on rajoute du gaz qui lui-même est attaché au territoire. Donc, c'est-à-dire rêver d'un îlot électrique français ou allemand aujourd'hui est relativement utopique. Donc, il y a une interdépendance et donc une nécessité évidente de travailler ensemble sur les sujets d'électricité. Et il est un peu dommage aujourd'hui qu'on n'ait pas une stratégie commune, mais des stratégies très divergentes. Pourquoi nous n'avons pas de stratégie commune ? Pourquoi, Frédéric Petit ? Parce qu'on fait de l'idéologie. Parce que quand on dit... Qui fait de l'idéologie ? La France ou l'Allemagne ? Les écologiques français, les écologiques allemands en font de moins en moins. D'accord. Parce que on dit, par exemple, mélanger le mixte et le mix. Vous savez que les lampes viennent de s'éteindre 1000 fois là, pendant qu'on parle. On sait peu ce que c'est l'électricité. Donc l'électricité, c'est un produit qui doit être transporté et amené au bon moment, au bon endroit. On peut pas compter uniquement de l'énergie et de dire à la fin de l'année, ah bah oui, on aurait pu être... Voilà, 100% énergie renouvelable. Aujourd'hui, dans la connaissance que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ouais. Il faut qu'il y ait des grosses turbines quelque part. Donc l'idéologie parce que sinon politique tout va sauter. Freine. Donc il faut qu'on laisse les gens agiter des élections, c'est-à-dire agiter des électrons, produire de l'énergie, et que le réseau, lui, fasse la balance de la même manière qu'on l'a fait avec la voiture. On a des Mercedes qui circulent dans toute l'Europe, mais les autoroutes, on les a conçues ensemble, on a fait les couloirs ensemble. C'est ça que je veux dire. Et après, on progressera. 2050, c'est loin, et on arrivera à être neutre en 2050 parce que nous aurons mis avant notre façon d'utiliser l'énergie produite par chacun d'entre nous à sa manière, en respectant ses opinions publiques. Voilà. Puis, vous savez, les opinions publiques allemandes, qui sont les villages qui viennent de se faire raser pour aller chercher du charbon, je ne sais pas s'ils sont très contents non plus. Donc, c'est pas une unanimité, voilà, c'est évident. Mais par contre, ça doit être géré par le territoire, par le national, par le territorial, et nous devons mettre en commun encore plus notre distribution et nos transports. Fabrice Grenard, pour conclure cette page consacrée à l'énergie, c'est vieux comme le monde, cette histoire d'énergie façon française, façon allemande ? Oui, alors vous savez, en histoire, on appelle ça tout ce qui concerne l'économie, l'approvisionnement en ressources, ce sont les forces profondes. C'est-à-dire, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus. On voit plus les querelles politiques ou diplomatiques, mais souvent, derrière ces querelles politiques et diplomatiques se cachent d'autres enjeux. Et là, bien sûr, il y a un enjeu fondamental entre les deux pays qui explique aussi certainement la petite distance qui s'est développée ces dernières années. Mais dans les années 70-80, quand la France a vraiment fait le choix du nucléaire, ça a été très critiqué de l'autre côté du Rhin. Et finalement, ça n'a pas empêché malgré tout que les problèmes soient surmontés. Et ainsi va la vie dans la relation franco-allemande. Merci Philippe Charlez, une nouvelle fois de nous avoir éclairé plus que jamais, ça marche ce terme avec vous. Merci à Frédéric Petit, le député Modem, à vous Fabrice Grenard, historien. Je rappelle la sortie de votre livre Jean Moulin, le héros oublié, en ce jour où donc le président de la République se rend à Lyon et va rendre aussi hommage à ce fabuleux récit
résistants. Voilà pour la partie commémoration du 8 mai 45, mais je le disais, plein de thématiques sont liées à tout cela, notamment la thématique de l'antisémitisme. Nous allons ouvrir ce débat, l'antisémitisme en France, dans un instant après les infos.